Coucou, on se retrouve avec Sacha Raoult, moi-même, donc Yael Talak, et exceptionnellement, on est avec une invitée, Myriam, Bonjour. qui va nous aider à simplifier notre pensée et À à pas partir trop loin dans la tour d'ivoire parce qu'au bout de voilà, 4 épisodes avec juste Elliot et moi, on a peur d'arriver à un moment où il n'y a que nous qui nous comprenons. on va parler essentiellement des biais, des raisons pour lesquelles les gens sont amenés à penser leur objet d'une certaine manière, des raisons qui vont affecter les sujets de la connaissance, qui veulent atteindre une connaissance d'un objet, et des raisons pour lesquelles on ne peut jamais atteindre un objet dans son objectivité, c'est-à-dire tel qu'il est dans la réalité, mais on ne peut que l'atteindre à raison de la perspective selon laquelle on va venir l'observer et à raison de la manière avec laquelle on va le cadrer. Donc c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. C'est une question qui me tient à cœur parce que moi, à titre personnel, j'ai fait mon habilitation à diriger des recherches, donc c'est un sorte de deuxième mémoire qu'on fait après la thèse. Je l'ai fait sur ces questions-là, sur la question de la criminologie. Donc moi, les principaux exemples que j'ai, c'est sur la criminologie. J'avais écrit un article il y a 4 ans sur les biais en matière de recherche sur la peine de mort, par exemple. Qui était un des meilleurs exemples parce que la peine de mort c'est évidemment une question très politisée, donc c'est très facile de voir des gens qui sont biaisés entre guillemets dessus, et donc voilà, c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Le truc dont il faut partir, c'est que si on s'attache au sujet et on commence par le sujet, donc celui qui aspire à connaître son objet, il faut jamais oublier que le sujet, donc le chercheur typiquement, il est amené à penser un objet à raison de la communauté d'intérêt dans laquelle il se trouve et à raison des choses qui vont l'amener dans sa vie à s'intéresser à un certain sujet, enfin à un certain objet du coup. Et il ne faut pas oublier que on est tous dans un espace de position. Et quand je dis position, c'est pas spatial, j'entends pas ça par là. Je veux dire, je veux dire par là position à raison des différentes catégories dans lesquelles on se trouve. Donc ça peut être genre la classe sociale, ça peut être le sexe, ça peut être la discipline. Et toutes ces choses-là, elles vont nous amener à avoir une manière d'approcher son objet et une manière de construire son objet. Et toutes les recherches, dès lors, partent d'une perspective, et cette perspective, elle va dépendre de où se trouve dans l'espace des positions le sujet, et toutes les prises de position qu'il va prendre. Quand je dis prise de position, je veux dire par là discours sur un objet, elles vont avoir lieu de l'endroit où il se trouve dans cet espace des positions. Donc du coup, ça c'est les premiers trucs qui vont faire que il y a deux genres volontés contradictoires en fait qui vont amener le sujet à s'intéresser à son objet. Il y a une première volonté qui est affectée par tous les intérêts qui l'amènent à voir l'objet tel qu'il voudrait le voir. Et ça, c'est ce qu'on peut entendre par des biais en quelque sorte. Et il y a une autre volonté qui est la volonté de vérité et de véritablement découvrir ce qu'est l'objet dans son objectivité même. Et en fait, ces deux volontés, donc dans la science, là, on va être amené à développer des méthodes pour justement le plus possible effacer toutes ces volontés intéressées à raison de la position à laquelle on se trouve et qui vont déformer l'objet dans la réalité tel qu'il est. Et ces méthodes, elles vont nous permettre en fait, d'objectiver l'objet et donc de faire prédominer la volonté de vérité sur une volonté de voir ce qu'on aimerait voir. Et donc ça, c'est pour tout ce qui est afférent au sujet. Pour ce qui est de l'objet, il faut bien comprendre que on ne peut pas voir l'objet tel qu'il est dans la réalité, parce qu'on le voit toujours de la perspective à laquelle on se trouve. Et Leibniz, il a une expression à lui qui dit il n'y a que Dieu qui a le géométral de toutes les perspectives. Et en fait, le géométral de toutes les perspectives, c'est comme si on pouvait se trouver à tous les endroits en même temps
et du coup voir l'objet d'en haut comme si on pouvait l'atteindre dans sa réalité même. Mais nous, en tant qu'humains, on n'a pas ces capacités cognitives-là, et donc on peut que voir l'objet à raison de la perspective à laquelle on se trouve, et du coup on peut jamais voir l'objet dans sa réalité parce qu'on n'a pas le géométral de toutes les perspectives, et qu'on n'est pas genre cet être-là. Et du coup l'action humaine, c'est quelque chose qui est toujours en mouvement et qui est jamais arrêté et qui stagne jamais. Et nécessairement pour construire son objet et à raison de certaines méthodes, l'approcher avec la connaissance qu'on a de l'objet, il va falloir découper, enfin ce que Bourdieu il dit découper la réalité. Et en fait découper la réalité, c'est cadrer son objet dans l'espace et le temps. Donc par exemple pour l'action humaine, on peut s'intéresser à une population et dans un certain temps donné, donc il va falloir couper avec ces deux variables, l'espace et le temps, mais on n'aura jamais l'action humaine telle qu'elle est, on aura toujours l'action humaine telle qu'on l'a construite, et il va falloir découper la réalité. Je trouve que c'est une expression qui est assez parlante. Le dernier truc, c'est la connaissance. Donc on a dit, il y a le sujet, l'objet, et donc la connaissance, c'est ce qui va nous permettre d'aller de l'un à l'autre. C'est quand le sujet va faire un mouvement vers l'objet pour l'atteindre et le connaître. Et ça, en fait, c'est toute la méthodologie en sciences et toutes les méthodes qui nous permettent de connaître un objet de la manière la plus objective qui soit. Et donc ce rapport qui s'instaure entre le sujet et l'objet, c'est toujours un rapport de construction. Parce que le sujet, il va être amené à cadrer son objet et le construire en découpant la réalité de manière plus ou moins arbitraire. Et le sujet, à raison de la perspective dans laquelle il se trouve, il ne va jamais atteindre la réalité même de l'objet. Et donc toutes ces méthodes, elles vont lui permettre d'atteindre le mieux qui soit l'objet, mais ce ne sera jamais l'objet tel qu'il est, ce sera toujours une construction de l'objet. Donc on pourra dire que c'est une position constructiviste, ça importe peu, mais genre, ce que j'entends par là, c'est que on ne voit jamais l'objet, on le construit toujours, et là, ce qu'on va essayer d'expliquer et ce qu'on va essayer de développer, c'est comment est-ce qu'on peut au mieux construire l'objet pour faire prédominer la volonté de vérité sur tous les biais qui peuvent nous affecter, soit le sujet, soit l'objet, soit les méthodes qu'on emploie. On essaie de réfléchir à comment est-ce qu'on peut appliquer ces questions de philosophie de la connaissance pour nos propres recherches. Ok. Et comme ça, au fur et à mesure, tu nous dis toi et tu nous dis toi ce que tu en penses par rapport au questionnement que tu poses. En fait, si on peut, j'essaie de résumer en une phrase tout ce que tu as raconté. En fait, c'est ce que tu dis, c'est qu'on n'a pas le choix, on n'a pas d'autre choix que de regarder l'objet dans une certaine perspective, et on n'a même pas le choix de cette perspective-là, parce qu'elle dépend de la position dans laquelle on se trouve. Ok, donc le premier truc, en fait, moi ce que je vois, c'est gros, c'est trois temps, quoi. Le premier truc, c'est comprendre ce que c'est qu'un biais. Et comme tu l'expliquais là, et comme tu l'as résumé aussi, Myriam, dans l'abstrait, on dit que quelque chose est biaisé quand c'est tordu en fait par rapport à quelque chose de droit, d'objectif qu'on imagine être. Et le problème évidemment c'est que ce truc objectif, on ne peut pas savoir ce que c'est. Et si on pouvait savoir ce que c'est, alors la question en fait du biais ne se poserait pas. Elle se pose parce que justement on ne peut pas savoir ce que c'est. Mais on suppose qu'il existe en fait une réalité objective. Ce qu'on entend, c'est qu'en fait on suppose que ce que moi je vois, ça peut être utile à vous qui ne voyez pas du même côté. Et donc on suppose qu'il y a quelque chose dans ce que je vois en fait qui est utile pour vous. Et donc moi, même si la table, je la vois dans un certain angle, je peux quand même vous indiquer où elle est, et vous qui ne voyez pas du même angle, comme ça vous ne cognez pas dessus. Il y a quelque chose comme ça en gros. Okay. Et donc en fait, ce qu'on appelle le biais dans l'abstrait, ça serait une trop grande déformation de ça, à tel point que ça soit plus utile pour vous en fait. C'est à tel point que ça parle plus pour moi. Et que vous n'arrivez pas à vous repérer parce que la perspective que je donne est tellement tordue, en gros. Donc c'est ça l'idée en gros. Très compliqué du coup d'avoir une définition qui puisse être terre à terre en fait. Ça c'est une définition qui est abstraite, tu vois, et dans une définition plus terre à terre, ce que je dirais en fait, c'est qu'en prenant un exemple, tu vois, imaginons que par exemple en criminologie, il y a eu une question qui s'était posée il n'y a pas très longtemps là, à Marseille, tu vois. Il y avait davantage de violence que dans les autres villes de même taille. Okay. Et donc tu peux soit t'arrêter là et dire, regardez, ça prouve que les gens dans le Midi sont plus violents que dans le reste de la France. Ou soit tu peux dire, non, c'est biaisé parce qu'on ne tient pas compte du niveau de pauvreté. Et que si on ramène au niveau de pauvreté qu'il y a, alors à ce moment-là, il n'y a pas plus de violence que dans le bassin parisien. C'est juste qu'il y a plus de pauvreté dans cet endroit. Voilà. Ouais. Et donc par biaisé, ce qu'on entend là, en fait, c'est qu'on entend que
au début, les gens qui avaient commencé à faire cette affirmation avaient un angle, c'est-à-dire qu'ils voulaient dire quelque chose, c'est ce que tu appelles volonté... de vérité ou... Non, le premier. Volonté intéressée. Ouais, volonté intéressée. Ils avaient un intérêt, en gros, ils voulaient dire un truc. Pour quelle raison, on en parlera après, mais ils veulent dire un truc. Et ensuite, ils décident en fait de ne pas faire l'effort qu'on va faire après, d'offrir davantage d'informations pour interpréter en fait le résultat différemment. Et donc dans ce sens-là, on pourrait avoir une définition un peu plus carrée du biais et dire qu'en fait le biais c'est un exemple de surinterprétation des données en fait. C'est-à-dire qu'on décide d'interpréter les données dans un sens qu'on avait déjà à la base et de pas laisser la porte ouverte à d'autres interprétations qui sont également compatibles, on va dire, avec les données qu'on a. Et je pense que ça, c'est le truc le plus carré qu'on peut avoir. C'est en gros dire, votre recherche est biaisée, ça voudrait dire, vous avez décidé qu'avec les données que vous avez, vous vouliez dire ça, mais vous auriez pu tout autant dire quelque chose de tout à fait opposé, en fait. Et vous n'avez pas fait l'effort de chercher dans quelle mesure l'un ou l'autre était plus valable. Est-ce que ça te va, ça? Ouais, il y a une deuxième possibilité ou pas qui marche quand, par exemple, il y a un filtrage des données. C'est-à-dire qu'on sélectionne notre base de données de manière à ce qu'on puisse que en extorquer une interprétation. Oui, mais ça revient la même chose. C'est le même genre de truc. Voilà, c'est le même genre de truc. Okay. C'est en général, est-ce que ça te va comme définition? Ouais, moi ce qui me parle, c'est j'ai une image de sorte de pont où un bon scientifique ou un bon chercheur, il partirait d'un point A en se posant une question, alors quelqu'un qui est biaisé va partir du point A avec une affirmation. Genre par exemple, les gens à Marseille sont violents, c'est mon point A, je vais aller à un point B, genre donc il faut plus de répression, et donc du coup on va construire tout un pont qui peut-être est bon, peut-être que la méthodologie est bonne, mais comme le point A à la base c'est pas une question mais une affirmation, bah, c'est pour ça que le biais il est posé dès le départ, et c'est pour ça que les études sont biaisées. Le problème en fait c'est que ça en fait c'est une définition du biais qui part du principe qu'on peut savoir ce qu'il y a dans la tête de la personne en fait. Et on peut pas savoir. Et on est obligé d'avoir une définition externe en fait, c'est-à-dire de voir sauf dans des cas extrêmes qui sont souvent d'ailleurs des cas quand les gens ne sont pas des académiques du tout. Par exemple, les choses politiques, la plupart du temps, on sait où ils veulent aller en fonction de leur position. Ouais, il y a des plus les gens sont extérieurs en fait au monde académique, plus ce genre de biais-là il est très visible en fait. C'est ça. Ouais. Plus on est à l'intérieur du monde académique, moins c'est visible. Ouais, donc il y a deux trucs du coup. Il y a plus on est extérieur au monde académique, plus les biais et les volontés intéressées sont visibles, et plus on est dans une discipline qui est autonome, plus on a nécessairement une volonté de vérité qui est prédominante. On arrive au deuxième, du coup c'est ça, la question du conflit d'intérêt et la théorie du champ. Voilà. Donc ça on en parle après. Non, tout de suite, on en parle tout de suite. On en parle tout de suite. Ouais. Donc du coup il y a deuxième chose à voir, donc parce qu'il y a trois trucs en gros. Un, c'est quoi le biais? 2, comment est-ce qu'on peut comprendre la perspective qu'ont les gens, donc ça on va parler maintenant, et ensuite 3, comment est-ce qu'il se trouve que la perspective qu'ont les gens affecte en fait ce qu'ils produisent. Donc ça c'est le dernier point, l'aspect matériel, comment les biais arrivent en fait. Et donc pour comprendre la perspective qu'ont les gens, donc en gros c'est la question du conflit d'intérêt. D'accord, en général, c'est comme ça qu'on peut en parler, ou il y a une autre façon, on dit aussi les idées préconçues, les prénotions, c'est en gros la perspective selon la position dans laquelle on est. Il y en a qui sont plus ou moins grossières, par exemple les conflits d'intérêts financiers, ça c'est très grossier. C'est-à-dire les gens qui bénéficient de certains résultats de recherche, bénéficient financièrement de certains résultats de recherche et effectuent ces recherches. Eux c'est très grossier, ils ont un conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'entre un intérêt de faire la recherche la plus reproductible possible, on va dire ça pour dire vérité ou objectif, on va dire la recherche la plus reproductible possible, c'est-à-dire que le plus d'autres gens arriveront à reproduire, d'accord ? Ça c'est un intérêt. Et le deuxième intérêt, c'est arriver à tel résultat parce que c'est bon pour ses finances. En gros. Donc typiquement, par exemple, les entreprises pharmaceutiques qui demandent de faire des recherches à certaines personnes qui ont un intérêt aussi. Exactement. C'est ça qui a structuré en fait les 20 dernières années, 30 dernières années même de recherche sur le biais ont été structurées à cause du problème de l'industrie pharmaceutique, parce qu'il y a tellement de millions en fait qui sont derrière que c'est ça qui a fait que des grandes revues comme Nature, etc. Ont changé leurs critères en fait méthodologiques. Mais avec des prérequis qu'il y a maintenant dans les revues comme Nature et Science qui pourraient en fait être appliqués à toute la recherche. Mais c'est juste que dans la recherche biomédicale, on a supposé en fait que c'est impossible de croire quoi que ce soit si vous respectez pas un certain nombre de garde-fous, de standards qui assurent
que vous ne faites pas rentrer vos biais dans la recherche. Ok. Mais un des intérêts en fait de ce podcast, ce truc dont j'aimerais parler, c'est qu'en fait des conflits d'intérêts de ce type-là, il y en a partout, même s'ils ne sont pas aussi grossiers, en fait il y en a partout. Donc par exemple, ce que Bourdieu a montré, c'est que dans n'importe quelle carrière académique, en fait, même dans la science la plus pure, tu vois, il disait, c'est ça l'exemple qu'il utilisait, n'importe quelle carrière académique, les gens ont toujours des intérêts. C'est-à-dire que déjà, si vous avez défendu une théorie toute votre vie et que vous conduisez une recherche qui porte sur la théorie, vous avez intérêt à ce que la recherche, elle montre que la théorie soit correcte. Et c'est quelque chose qui est très gênant, parce qu'on est dedans, on ne peut pas y échapper. On peut pas y échapper. Vous avez aussi intérêt à ce que le champ, en général, soit valorisé dans le champ des champs. Donc un sociologue a intérêt à ce que la sociologie soit valorisée, un économiste a intérêt à ce que l'économie soit valorisée. Et plus l'économiste valorise l'économie, plus il sera valorisé par ses collègues. Et donc vous avez aussi intérêt, comme le montrait le papier de l'UAMIDIS, à faire des réfutations d'hypothèses sur des trucs qui apparaissaient comme étant vachement certains pour tout le monde. Et donc du coup ça biaise aussi les probabilités, il le démontre vachement bien. Donc il y a une dans un quantité... papier qu'on peut trouver sur Pierce d'ailleurs. Ouais, tout à fait. Oui, pourquoi la plupart des résultats sont faux. Ouais. Et puis on a eu un podcast de 1 heure où on a discuté de ce papier. Ouais. Et donc oui, donc on n'imagine pas en fait le nombre de conflits d'intérêts qu'il y a. On n'imagine pas, quand j'ai travaillé sur l'étude sur la récidive, sur la récidive, la moitié des études sur la récidive, elles sont produites par des gens qui en fait font des formations et vendent des manuels sur la prévention de la récidive. Sur la peine de mort, la plupart des gens qui travaillent sur la peine de mort, en fait, sont des gens qui sont engagés dans plein de questions politiques et qui, en fait, on imagine bien qu'ils ont déjà leur avis sur la peine de mort. Et l'important, c'est de comprendre que tous ces trucs-là font qu'en fait, on n'a même pas tellement à se poser la question, en fait. Il peut y avoir des intérêts même névrotiques, en fait, pour les gens. Plus on connaît de près la recherche, plus on se rend compte qu'il y a des gens qui poursuivent des questions pour des raisons juste très personnelles, en fait. Et qui ont juste un intérêt. Quoi. Oui, autothérapeutique, tout à fait, et qui ont juste intérêt. Et donc, en fait, on ne doit même pas se poser la question. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, ces questions avaient émergé donc, parce qu'il y avait des conflits d'intérêts financiers très forts, en se disant, en gros, il y a la mauvaise recherche où il y a conflit d'intérêts, et la bonne recherche où il n'y en a pas. Et je pense qu'une bonne étape à l'arrivée, c'est de dire, partons du principe que tout le monde a un conflit d'intérêt. Et donc ensuite, on va essayer de comprendre comment on gère ça. On efface ça. Ouais, comment on gère ça. Ça vous va ou pas? Ouais. Ouais, c'est clair jusque-là? Ouais, ça va. Ouais. Ok, donc du coup, le point suivant, c'est que du coup, on peut regarder déjà comment ça arrive que les gens arrivent à transformer un point de vue qui est subjectif en quelque chose qui a l'air d'objectif. Et la chose la plus importante à dire, c'est que ça arrive rarement par de la triche ou de la fraude, ou ça arrive rarement parce que consciemment, les gens tronquent leur truc, parce que c'est pas comme ça, c'est plutôt un processus inconscient qui se passe. Donc ça, c'est important. Ça arrive, la fraude dans la recherche, il y en a, mais la plupart du temps, quand il y a de la fraude dans la recherche, c'est surtout pour des raisons carriéristes, en fait. Par exemple, c'est des gens qui espèrent faire un gros papier et ça leur arrivera dans leur carrière, plutôt que pour obtenir un résultat donné. En revanche, ce qui arrive, c'est beaucoup de choses. L'exemple le plus parlant, je trouve, c'est le biais de correction. C'est-à-dire que quand les gens ont des résultats qu'ils trouvent surprenants, ils vont vérifier s'il n'y a pas des erreurs dans la production du résultat. Et donc, du coup, ils corrigent un certain nombre d'erreurs. Et les gens auront davantage tendance à aller vérifier des résultats qu'ils trouvent surprenants, ce qui est normal. Et donc, du coup, plus un résultat s'éloigne de ce qu'était votre a priori, plus vous aurez tendance à corriger des erreurs. Et donc, du coup, à produire un résultat plus correct. Mais en revanche, vous aurez moins tendance à corriger un résultat qui vous paraît normal, évident. Ouais. Et comme on ne peut pas corriger indéfiniment, en fait, c'est un biais dont on ne peut pas se débarrasser. Parce qu'on ne peut pas indéfiniment vérifier les données ad nauseam. Et du coup, on ne pourra jamais empêcher, en fait, que quand les gens vous livrent des données, ils ont fait 7 modèles, et pourquoi pas 1, et pourquoi pas 12 ? Peut-être parce que quand c'était 1, ils trouvaient que ça ne voulait rien dire. À partir de 7, ils sont satisfaits. Et quelqu'un d'autre qui aurait une autre perspective aurait dit non, il faut en faire 20. Et donc c'est là qu'advient en fait le besoin d'avoir des standards. En fait. C'est là en fait le principal problème. Et avec ça, vous mettez 95% de la recherche à la poubelle, donc c'est important d'en parler. Le principal problème, c'est les modèles ad hoc. C'est le principal problème. En fait, c'est que quand vous faites une recherche, si vous concevez le modèle juste pour votre recherche, pour cette recherche-là, on ne peut jamais savoir pourquoi vous êtes arrêté à tel stade. Alors que si des gens discutent de façon détachée de tel ou tel résultat précis, discutent d'un standard à adopter, et ensuite les gens qui font la recherche appliquée se réfèrent simplement au standard, et à ce moment-là, on élimine complètement cette question-là, qui est de savoir pourquoi est-ce que vous êtes arrêté à tant de variables, pourquoi est-ce que vous êtes... Et le problème, c'est que pour la plupart des domaines de recherche ne sont pas assez gros
pour qu'on ait cette discussion sur la standardisation. Est-ce que c'est clair ça aujourd'hui? Et ben, la discussion, on va dire la vérification aussi du sérieux et de la véracité du choix des données en fait. De tout ce qu'il y a, le choix des données, le choix des modèles, la méthode, la façon de traiter les modèles, tous ces trucs-là. Ouais, ce qu'on entend par l'objet, puisque ça change au fil du temps. Quand il y a 10 personnes qui travaillent sur une question, en gros dans le monde, le champ n'a pas atteint une taille suffisante pour que des gens qui n'ont aucun intérêt à tel ou tel résultat immédiat puissent en même temps discuter des standards méthodologiques à approcher pour aborder ces questions. Il faut que le champ ait atteint une très grosse taille en fait, pour qu'il y ait un niveau méta qui se développe et pour que des gens qui ne prennent pas parti en fait, du tout aux recherches en cours débattent simplement de quel est dans l'abstrait le meilleur standard possible. Si on prend par exemple la question de la peine de mort, il n'y a aucune méta-analyse sur la peine de mort qui ne soit pas conduite par des gens qui publient sur la peine de mort. Donc les gens qui analysent les autres analyses sur la peine de mort analysent les leurs au passage. Et donc, de toute évidence, ils ont intérêt à montrer que les leurs font partie des mieux. Ils vont pas faire une analyse de 100 analyses pour dire en fait les 5 plus pourries c'est les miennes. Et ensuite, oui non mais ça se paraît con mais et donc du coup tout ce niveau méta en fait qui nous permet de réfléchir en fait, il faut qu'il atteigne une très grosse taille pour que des gens qui aient envie de faire des méta-analyses ne sont pas les gens qui eux-mêmes participent au sujet. Ouais, ça va? Ouais, ça va. Ok. Le standard qui est le plus important, à mon sens, et qui est très peu en fait, qui existe très peu pour l'instant, et que moi je pousse beaucoup pour essayer que les gens fassent ça, quoi. C'est ce qu'on appelle l'enregistrement initial. C'est en fait de mettre sa recherche en public avant d'aller chercher les données. Voilà, et de dire ce qu'on va faire. En fait. Comme ça, il n'y a pas de risque que vous abandonniez une recherche au milieu parce qu'elle ne va pas dans le sens que vous voulez, que vous reparamétrez. Si vous reparamétrez la méthode au milieu, ce que vous avez le droit de faire, au moins on sait que vous l'avez reparamétré au milieu et on sait ce que donnaient les résultats avant. Et ça, en fait, c'est un critère donc, qui vient de l'industrie pharmaceutique à la base, d'accord. Et donc des revues comme Nature et Science en fait, refusent les papiers sur des médicaments s'ils n'ont pas été enregistrés initialement. Mais même Nature et Science ne vont pas demander l'enregistrement initial pour les autres travaux, tu vois, parce qu'ils imaginent que les biais ne sont pas si importants que là on ait besoin d'exiger ça. Mais en fait, ce qu'on comprend très bien, quand on s'intéresse par exemple à la sociologie, ce qu'on comprend très bien, c'est qu'en sociologie, si on faisait ça, on mettrait à la poubelle 90% des résultats qu'on a. Parce que se posent en fait les mêmes questionnements à chaque fois, quoi. Ouais, du coup ça me fait penser qu'il y a, comme on a dit au tout début, il y a des problèmes qui sont afférents au sujet dans son rapport de connaissance à l'objet. Et il y a genre plus ou moins deux grands types de problèmes, à savoir les a priori qu'il a et ce qu'il veut trouver a priori, ce qu'il escompte trouver a priori, ce qu'il escompte connaître de l'objet a priori quand il commence sa recherche. Et donc comme on le disait tout à l'heure, là, c'est la formule de Bayes là, que le Hanidis reprend pour expliquer que les gens ils ont des a priori et qu'après quand ils font leur vérification d'hypothèse, il y a plus de chances qu'ils tombent sur ce sur quoi ils voulaient tomber à raison du fait qu'ils avaient des a priori, etc., et du fait qu'il y a plus de corrections, enfin tout ce qu'on a dit là tout à l'heure. Et du coup, l'enregistrement initial, en fait, c'est le truc qui permet le mieux de contrer cette tendance-là des a priori masqués et dont on ne se rend pas compte. Parce que si la personne commence par dire et énoncer tous les a priori qu'elle a au stade initial de sa recherche, alors on saura sur quoi elle comptait tomber à la base. Donc déjà ça nous permet de faire ça. Et la deuxième chose qui nous permet un peu d'effacer la dimension perspectiviste genre du sujet, enfin je veux dire toutes les positions différentes des sujets, c'est une contrainte de la méthode, parce que tout à l'heure on a parlé de méta-analyse mais on n'a pas vraiment dit ce que c'était. Et en fait la méta-analyse c'est un truc qui recense en fait toutes les recherches qui ont été faites relativement à un objet. Donc c'est un truc qui se fait beaucoup, comme tu as dit, en recherche biomédicale, parce que c'est là où ça s'est le plus développé, parce qu'il y a énormément de papiers. Par exemple, je crois sur Doliprane, j'ai vu qu'il y en avait genre 2000 recherches différentes avec 2000 résultats différents quasiment. Et du coup, la méta-analyse en fait recense toutes ces recherches qui ont été faites, tous les résultats qui ont été faits. Et en fait, elle va les classer par ordre d'échantillonnage des populations auxquelles elles sont intéressées. Donc si une recherche a été faite sur genre 500 individus et une autre 400, alors celle qui aura été faite sur 500 individus aura plus de valeur. Et on va prendre celle qui a le plus de valeur, on va regarder le résultat qu'elle a trouvé, et ça va un peu être le standard de la méta-analyse,
Après quoi, on va regarder tout ce que les autres recherches à raison de leur échantillon ont trouvé. Et grâce à genre, une marge d'erreur qu'on va calculer en fonction de la différence d'échantillons, eh ben, on va voir quelles recherches sont biaisées à raison du fait qu'elles ont eu un résultat totalement différent pour un échantillon qui entrait pas dans la marge d'erreur qu'on a calculée. Et donc ça, c'est ce qui permet d'effacer les biais de position et de perspective, parce qu'on va prendre en fait toutes les perspectives. Et après, on va regarder laquelle a pris le meilleur standard en termes d'échantillon et laquelle a eu le résultat qu'on pourrait considérer comme étant le plus potent. Ouais, le problème, c'est que pour faire ça, en fait, il faut déjà, un, il faut beaucoup d'études, et deux, il faut que, avant de faire la méta-analyse, tu aies un standard de méta-analyse en fait. Il y a déjà et oui, et donc c'est ça tout le truc, c'est que la méta-analyse elle-même, il faut qu'elle ait un standard de méta-analyse. Et pour ça, en fait, il faut que le champ soit terriblement standardisé pour que tu puisses classer, parce qu'il n'y a pas que la taille d'échantillon, il y a la qualité de l'étude en général, etc. Tu vois, pour que tu puisses classer toutes les études en disant voilà quelle est celle qui est de la meilleure qualité. Et ensuite, je vais regarder les autres et je vais supposer que plus elles sont de mauvaise qualité, plus elles sont biaisées entre guillemets. Ouais. Et on le voit ça, c'est-à-dire qu'on voit en fait, par exemple, que si tu arrives à avoir une bonne échelle de qualité, et ben plus les études que tu as classées bas en qualité, plus j'ai classé une étude bas en qualité, plus elle va avoir un résultat positif, par exemple. Et on voit des graphiques comme ça qui se tordent, on voit les biais. Mais pour pouvoir faire ça, faut-il que tu aies en fait un champ où tu puisses avoir une échelle, tu vois, de qualité, que tu n'as pas décidé toi ad hoc pour la méta-analyse. Sinon le problème se repose. Et donc c'est pour ça qu'on apprend à être très méfiant en fait dans un champ de recherche où il n'y a pas beaucoup de recherche, parce que avant qu'on ait atteint ce stade-là, en fait, où on a standardisé la façon dont on analyse les analyses, qui sont même standardisées, et tant qu'on n'a pas atteint ce stade-là, c'est très difficile en fait de croire quoi que ce soit qui est publié en fait. C'est ça un des éléments importants. Et ça me fait penser qu'il y a peut-être une raison pour laquelle en fait dans les autres champs que le champ biomédical par exemple, il y a beaucoup moins de méta-analyse. C'est que pour qu'une méta-analyse soit réalisable, il faut que les gens qui aient fait des analyses, ils aient tous construit l'objet exactement de la même manière. Et ça semble pas extrêmement compliqué pour la recherche biomédicale, puisque quand on s'intéresse à genre, qu'est-ce que fait un médicament, alors c'est pas difficile de créer un protocole expérimental qui soit genre, standardisé et qui se ressemble. Mais quand c'est sur l'action humaine, ça semble vachement plus complexe d'avoir le même échantillon avec le même objet qu'on a construit de la même manière, etc. Et c'est pour ça que même si genre il y a 100 analyses, tu vois, par exemple dans les sciences humaines relativement à un objet, tu vois, et que donc on pourrait se dire allez on fait une méta-analyse, ça m'étonnerait pas que 75% voire 80% en fait ce soit à chaque fois un objet qui soit pas tellement pareil, mais qui soit désigné sous la même étiquette. Bien sûr, quand tu vas à l'étude de la peine de mort, c'est ça, c'est 5 sous-objets. Voilà, c'est ça. Par exemple, ce qu'on fait qu'Arnaud là en ce moment, donc ce qu'on fait qu'Arnaud sur l'aveu et la détention provisoire, c'est que, il a cherché, il a fait un modèle sur 117 cas où il a multiplié les méthodes au maximum. Pour éviter que le résultat soit trop lié à une seule méthode. Donc il a multiplié les méthodes, il a fait une régression avec plein de variables différentes, plein de modèles différents, et puis ensuite un arbre de choix, et puis les statistiques descriptives. Et puis ensuite, dans le rapport qui a été publié... Il a fait un enregistrement initial. Voilà, c'est ça. Dans le rapport qui a été publié, il dit la prochaine étape, c'est d'appliquer le même modèle sur davantage de données. Et donc là, c'est ce qu'il est en train de faire maintenant. Et donc du coup, là, il est coincé. C'est-à-dire qu'il va devoir appliquer le même modèle sur les nouvelles données, et si ça ne marche pas, il faudra expliquer pourquoi ça ne marche pas. Et ça n'empêchera pas d'en faire autre chose après. En fait, il ne faut pas avoir peur de... Nous, après tout, on s'en fout que l'aveu, ça marche ou pas. À ce moment-là, on trouvera autre chose. Mais c'est vrai que ça change beaucoup la donne, parce que si tu ne le fais pas, quand tu tiens quelque chose, tu as vraiment envie de le sortir, et tu te sens... tu vois, tu te prends presque obligé. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a mis ce standard-là pour sa thèse. Et que je vais faire ça pour tous mes doctorants, de faire ce truc dans 2 temps comme ça, et dans tous les cas, même si ça ne marche pas la deuxième fois, ce que tu pourras dire c'est que tu as suivi le plus haut standard possible, et donc quoi que tu trouves, tu pourras au moins dire que c'est faux. Au moins c'est ce qui est déjà une preuve, c'est déjà un résultat. Évidemment, ce qui est ouf, et au moins on sait. Voilà.
are a common thing. I try to